Jean-Louis Moncey est avec nous ce matin. Bonjour Monsieur Moncey. Bonjour Monsieur Marc Minari, comment allez-vous? Mais fort bien, et vous-même? Melbourne J-7. J-7, 58 tours du circuit de l'Albert Park, 5 km 300. On saura à cette heure-ci, s'il n'y a pas eu réclamation, quel est le vainqueur du premier Grand Prix de la saison de Formule 1, le Grand Prix d'Australie. Alors il faut vous dire que ce matin, Jean-Louis Moncey va vous révéler quelques-uns de ses petits secrets, notamment les cahiers. Qu'est-ce que c'est que ces fameux cahiers, Jean-Louis? Alors, c'est un petit secret. Ce sont des cahiers. Celui-ci, c'est celui de l'an passé, où il y a tous les classements naturellement. Celui de l'an passé, du Grand Prix d'Australie uniquement. Et voilà, vous avez les pilotes, Michael Schumacher, ce qu'il a fait par Grand Prix, ses points naturellement, ce qu'il a fait en qualification. Et si vous retournez le cahier, eh bien, ma foi, là, vous aurez toutes les équipes, les unes après les autres, ici Williams, BMW, avec l'évolution du châssis en permanence, course après course. Et alors, évidemment, vous avez préparé un petit cahier pour la semaine prochaine. Du côté du plateau, il n'y a pas de changement dans les top teams, notamment chez Ferrari, où Schumacher chassera un 6e titre mondial. En revanche, il y a 4 petits nouveaux. Barrichello m'avait demandé des nouvelles aussi. Il est toujours là, il est très en forme. Alors, oui, les petits nouveaux. Fierman, eh bien, chez Jordan, c'est le plus âgé, un peu bizarre son arrivée, mais il a de l'argent. Pizzonia, chez Jaguar, le plus convaincant, 22 ans. Pilote d'essai naturellement lui aussi. Wilson, vous allez voir, il a une particularité, Marc Minari vous le dira tout à l'heure, ce Britannique, il arrive chez Minardi pour sa première saison lui aussi, et naturellement D'Amata, lui qui est un champion confirmé, malgré son âge, 29 ans, le champion kart américain. D'Amata qui est l'équipier donc chez Toyota d'Olivier Panis. Panis qui va bien, nous avons déjeuné avant-hier, vous, lui et moi, mon cher Marc Minari, vous avez vu qu'il est très en forme, très décontracté, très confiant dans sa voiture et dans les performances de ses pneus, je le rappelle. Absolument. Panis qui est passé à Paris pour partir donc avant-hier au Japon. Et après ses derniers essais en Espagne, eh bien c'est un Panis plutôt confiant que Jérôme Chon a rencontré. On travaille dur chez Toyota. Le géant japonais multiplie les essais d'avant-saison. Olivier Panis a largement eu le temps de découvrir sa monoplace et même de la pousser dans ses derniers retranchements. C'est la boîte de vitesse qui a cassé, qui a bloqué le roue arrière. Bon, ça m'arrive aussi de faire des têtes à queue. C'est un Olivier Panis détendu qu'on retrouve cette année. Après 2 ans difficiles chez Bar, le Français est désormais pilote numéro 1 pour un grand constructeur. De quoi être impressionné. C'est un rouleau compresseur, quoi. Ça s'arrête pas. Dès que moi j'ai besoin de quelque chose ou que j'ai une idée, j'ai juste à parler et tout est mis en œuvre pour que ça arrive le plus tôt possible. Tout le monde pousse dans le même sens. Non, c'est une grosse machine. On sait qu'on a encore beaucoup de travail à fournir pour être au niveau des meilleures équipes, parce que c'est quand même une équipe qui est jeune, donc il faut quand même relativiser pas mal de choses. Mais en tout cas, ils ont l'envie, les moyens, que ce soit technique ou financier, en tout cas pour y arriver. De gros moyens pour essayer de rejoindre les meilleurs en performance. Et sur ce plan, la référence incontestable, c'est bien sûr la Ferrari. Ferrari que Toyota aurait beaucoup copié pour concevoir sa nouvelle monoplace TF1 03. Je ne veux pas dire le contraire. C'est vrai que quand une voiture gagne, tous les ingénieurs essayent de copier un peu et d'aller dans le même sens. Et c'est vrai que la nouvelle Toyota ressemble assez à la Ferrari. Et en plus, c'est vrai que Toyota, par rapport à l'année dernière, à la voiture l'année dernière, a fait un bond en avant que j'espérais, mais peut-être pas autant. Un bond en avant qui se retrouve dans les chiffres. Depuis 1 mois en essai privé à Barcelone ou à Imola, les Toyota sont parmi les plus rapides du plateau, sur le sec comme sous la pluie. L'optimisme est donc de mise pour le dernier pilote français de la F1. Ça motive. Et puis bon, j'espère au moins une fois profiter d'un beau challenge pour commencer à faire des très bons résultats. De très beaux résultats, mieux en tout cas que les 2 6e places de Toyota l'année dernière. Mieux surtout que les 3 petits points marqués par Olivier Panis en 2002 au volant d'une barre décevante. Et oui, on croise tous les doigts. Alors, on vient de voir, Jean-Louis, des images d'essais sous la pluie. La semaine dernière, on avait vu un pneu bizarre chez Michelin. Était-il à Melbourne? Non, ce pneu on appelle le pneu d'enfant, parce que on dirait qu'un enfant l'a dessiné droite et gauche, eh bien, ne sera pas à Melbourne. C'était un pneu pleine pluie. Or, il apparaît que les manufacturiers vont plutôt se lancer vers des pneus intermédiaires, parce que s'il pleut vraiment, eh bien, la voiture de sécurité entre en piste et, naturellement, elle dégage un peu la route. Donc, des pneus intermédiaires sont mieux que des pneus pleine pluie. Précision d'importance, comment va se dérouler le fameux parc fermé? Alors, dans le parc fermé, attention, la voiture, il y a 2 mécaniciens seulement autour d'elle. On peut la nettoyer, on peut ajouter des radiateurs pour la course. Pas de carburant, naturellement, attention, c'est important. Pression des pneus, batterie supplémentaire, de l'eau dans les radiateurs. Je dis à la FIA, c'est du liquide de refroidissement spécial, enfin, c'est pas de l'eau. On peut drainer les fluides, et puis on a accès au boîtier électronique. Et surtout,
Pas de paravent, pas de cache, pas de couverture. Tout cela doit être transparent. Les techniciens vont se régaler. Ultime précision, le carburant avant la qualification. Alors, Marc Minary, donc vous avez fait le meilleur temps vendredi. Donc samedi, vous allez partir en dernier, aux environs de 15 heures à peu près. Pas question de dire à -5, tiens, je vais mettre finalement 30 litres de carburant dans la voiture. Pas du tout. Vous devrez avoir choisi votre essence. Dernier moment, 13h55, 5 minutes avant le départ de l'ultime séance de qualification. Tant pis pour vous. Et voilà, comme ça on aura défini sa stratégie avant et on ne changera pas au dernier moment. La stratégie, et notamment la stratégie sur l'essence, eh bien c'est Patrick Faure, le patron de Renault F1 Team, qui nous en parle. Vous allez avoir pas mal de possibilités, puisque vous pouvez mettre très peu d'essence, donc vous ferez un bon temps aux essais normalement, et vous partirez en début de grille. Mais, inconvénient, vous devrez très vite ravitailler, si vous voulez éviter la panne d'essence. Vous avez l'autre solution qui consiste à partir avec le réservoir plein, mais étant lourd, vous serez plus loin sur la grille, il faudra dépasser du monde. Par contre, vous irez jusqu'à mi-course ou même au-delà. Et puis vous avez toutes les solutions intermédiaires. Bon, là je crois que ça va vraiment dépendre des circuits, du temps, et c'est là où je crois que la stratégie de course va jouer un rôle plus important que les années dernières, et où j'y insiste, je crois que là on a une vraie carte à jouer. Nous avons un avantage, Renault, c'est que nous avons à Enstone comme à Viry, des gens qui sont peut-être parmi les meilleurs professionnels de la course, de la piste, sur place là. Et dans une période où il va y avoir changement de réglementation, je pense que c'est un avantage d'avoir une équipe extrêmement expérimentée de course sur la piste. Je suis même sûr que nous aurons avec ce nouveau règlement, dans ce domaine, un avantage d'avoir des gens comme Pat Simmons, pour pas le nommer, ou Denis Chevrier, qui connaissent vraiment parfaitement la course. Et parmi les personnes qui connaissent parfaitement la course, un retour d'importance chez Renault, Jean-Louis. Et oui, c'est Bernard Dudot, vous savez, l'ancien patron de Renault Sport, qui était parti chez Prost et puis aux États-Unis. C'est une personnalité charismatique, habilitée à ce berceau historique de Viry-Châtillon, qu'il a commandé pendant quasiment 20 ans et qui revient comme attaché de direction de Flavio Briatore. Une petite précision au passage, Marc Minary. Toutes les équipes sont parties déjà à Melbourne, car Charlie Whiting réunit tout le monde, évidemment, lundi, mardi, mercredi, avant la course, pour répéter et pour bien ancrer les règlements dans les têtes. Oui, il va y en avoir des réunions. Justement, pour partir, eh bien, il faut faire ses valises. C'est ce qu'on va voir en allant à l'usine Renault d'Enstone. Regardez un petit peu ce joyeux bazar organisé. Eh bien non, ça, vous reconnaissez bien sûr le muret des stands avec les ordinateurs. Regardez ce qu'on empaquette, les combinaisons et les casques des pilotes qui sont bien sûr protégés dans une valise spéciale pour le transport, Jean-Louis. Il faut bien dire que, comme Renault a choisi les 2 heures d'essai privé le vendredi matin, ils partent avec 3 vraies voitures de course et donc tous les mécaniciens, naturellement, c'est-à-dire environ 80 personnes, 70 techniciens notamment. Ils sont partis ou ils vont partir aujourd'hui, bien sûr. 5 tonnes de fret supplémentaires avec cette 3e voiture. Un total de plus de 25 tonnes de matériel. Voici les coques qui sont bien sûr... Ça, c'est la coque de secours qui est rangée dans une caisse. La plus grosse de ces caisses fait 3 mètres de haut. Le tout, bien sûr, ira en palette pour entrer dans les soutes des avions cargo. Vous avez vu qu'on n'oublie pas le balai. Oui, pour balayer les stands, ce sont les flying cases qui rentrent directement avec un chariot élévateur dans les soutes des 747 cargo et puis qui seront déballés de la même façon là-bas à Melbourne. Exactement. Et voici la R23 avec une protection donc en structure en bois, un nez de voyage renforcé en mousse bien sûr et puis une housse autour pour protéger tout ça. Le balai inverse évidemment à Melbourne pour déballer tout le matériel. On va retrouver le patron de cette écurie française, Patrick Faure, et où il est question cette fois-ci, mon cher Jean-Louis Moncey, de la politique à court et à moyen terme en Formule 1. Bon, les bonnes mesures, je crois, pour le spectacle, c'est la nouvelle réglementation des essais, que je trouve, franchement, ça va être intéressant d'avoir, au fond, un contre-la-montre de chacun des pilotes sur un tour. Le fait de partir avec l'essence qu'on a eu aux essais va générer des stratégies de course qui seront intéressantes, il y en a eu plusieurs. En matière de réduction des coûts, pour des petites écuries, je le répète, c'est pas notre politique, mais pour des petites écuries, il n'y a pas de doute que les essais, le vendredi matin, 2 heures, pour celui qui veut pas dépenser beaucoup, il peut rester quand même dans le coup en dépensant sensiblement moins. Nous, on dépensera autant parce qu'on va dépenser sur des bords d'essai, on va dépenser l'argent différemment. Mais c'est une mesure d'économie raisonnable pour les petites écuries. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas encore vu venir de mesures qui fassent que l'argent de la F1 aille plus vers les écuries et moins vers des organisations commerciales.
Et voilà, à bon entendeur, bien sûr. Salut, on en reparlera là aussi. Alors, vous savez que depuis que le Grand Prix de Belgique a été supprimé du calendrier, il y a 16 épreuves. Au programme, celles qui sont les plus proches de nous, désormais géographiquement, à part le Nürburgring pour les gens de l'Est, eh bien, ce sera Monaco le 1er juin et Manicourt le 6 juillet. Justin Wilson, c'est le plus grand, le plus lourd, 1m92 pour 80 kg. Le plus petit, c'est Nick Heidfeld, 28 cm de moins. Il pèse 59 kg, tout comme D'Amata. Ce sont les 2 poids plumes de la Formule 1. Et puis Jean-Louis, 3 circuits sont modifiés. Eh bien, le premier, naturellement, c'est Manicourt. Vous voyez qu'on descend tout droit du château d'eau derrière les stands, avec un freinage supplémentaire pour dépasser. Ensuite, là, on a Hungaroring, on a vu très vite qu'il était un tourniquet. Et puis ce fameux R 130 degrés, vous le voyez, le deuxième rond rouge tout en bas, c'est le virage le plus difficile de la saison quasiment. C'est lui qui fait le plus peur. En tout cas, c'est là que McNish a failli se tuer, disons-le tout net, l'an dernier. Et qui est modifié donc à Suzuka, de même que la chicane qui est légèrement avancée. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans les guides que vous trouvez dans le commerce. On ne vous les présente pas tous. En revanche, il y a un ouvrage qu'on tient à montrer ce matin, Jean-Louis. Oui, parce que, si vous voulez, c'est une bonne action que nous avons faite avec Thibault Larue. C'est un guide de la saison de Formule 1 en braille, car les aveugles et les malvoyants, eh bien, écoutent TF1, écoutent les Grands Prix, sont des vrais passionnés. Et voyez, tout ça, ben, là-dedans, il y a les numéros des pilotes, l'histoire des pilotes, l'histoire de Fangio, toutes les voitures, toutes les équipes. Voilà, c'est en braille. Je vous le répète, les malvoyants et les aveugles écoutent les Grands Prix de F1. Absolument. Et donc, on leur donne rendez-vous dès dimanche matin. Dimanche prochain pour le Grand Prix d'Australie, bien sûr. Il y a un garçon qui ne figure pas dans ce guide, car il est parti aux États-Unis. On l'avait vu la semaine dernière. Il débute sa nouvelle carrière. On avait vu ça avec Jérôme Chouin et Mathieu Grosso. C'est Sébastien Bourdet. Malheureusement, son équipe très expérimentée, Newman Haas, lui a fait perdre la course en se trompant au moment du ravitaillement. Ils l'ont fait rentrer un tour trop tard, alors qu'il avait mené la 30aine de premiers tours. Du coup, en pneu froid, il a voulu rattraper ses petits copains et a été faire une petite touchette. Et il a perdu du temps et des places. Bourdet, c'est Paul Tracy qui l'a emporté. Voilà comment on manifeste sa joie. Monsieur Montier, quand on a gagné. Commentaire en général. Il ne les paye pas les pneus, hein, ça se voit. Et voilà. Alors, jusqu'à demain soir, c'est le salon Paris Tuning Show au Parc des Expositions du Bourget. Les organisateurs espèrent réunir jusqu'à 100 000 visiteurs en 5 jours. L'accent cette année est mis sur le multimédia. Bien sûr, Jean-Louis Moncey a exposé ses véhicules, ça c'est la sienne perso, bien sûr. Et puis, on a aussi mis l'accent sur le son. Comme d'habitude, il y a quelques milliers de watts, comme dans votre 2 chevaux personnel, Jean-Louis, quand on ouvre la porte, ça fait du son. Ça peut faire décoller la voiture, voilà. Ça. Le tuning qui remonte au début des années 80, bien sûr, et qui consiste à personnaliser de façon plus ou moins spectaculaire sa voiture. En France, le phénomène touche surtout la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France. Vous allez découvrir avec Jérôme Chon que cela concerne aussi des modèles assez inattendus qui en deviennent vraiment exclusifs. Surprise. En général, le tuning, c'est plutôt ça. Des voitures grand public, personnalisées selon les goûts et les couleurs de chacun. Le salon du tuning de Paris nous le démontre d'ailleurs à chaque édition. La Suisse est également touchée par le phénomène. Exemple à Courtedoux, petit village agricole de 300 âmes, où le seul garage de la commune est spécialisé dans le tuning. A priori, rien d'anormal, sinon un ovni bleu ciel posé devant le bâtiment. Vous avez reconnu les traits caractéristiques d'une Lamborghini Diablo, voiture de rêve par excellence. Seulement celle-ci est un peu particulière, elle est tunée. Ça semble incroyable, mais ce petit garage fait du tuning Lamborghini en pleine campagne, perdu au milieu du Jura suisse, loin de toute agglomération. Compte tenu que le concessionnaire Lamborghini réside à 3 km d'ici et que je bosse en collaboration avec lui, nous avons décidé un jour de faire du tuning Lamborghini. Le village de Courtedoux est en effet situé juste à côté de la seule concession Lamborghini de Suisse. Genève est bien loin, nous sommes à Port-Rentruy, 5000 habitants, et 2e meilleure vente Lamborghini au monde. Ici, plus de 50 voitures sont vendues chaque année. La concession possède près de 80 modèles en stock. C'est énorme, à 150 000 € pièce en moyenne. Une caverne d'Alibaba où les clients viennent faire leur achat en hélicoptère et repartent parfois en passant par le petit préparateur tout proche. Nos clients viennent de tout partout en Suisse et c'est des gens passionnés de Lamborghini et de belles voitures. Toutes les préparations ne sont pas aussi extrêmes que celle-ci. Ce modèle est évidemment unique avec sa peinture multi-reflet, son aileron arrière spécifique comportant une caméra de rétrovision
C'est même un très rare Spider, amélioré grâce à une ouverture automatique du toit en verre. Bref, l'exclusivité poussée à son paroxysme pour tout de même plus de 300 000 €. Un summum du luxe complètement anachronique au milieu des vaches et des tracteurs. D'autant plus anachronique que les préparations sur des véhicules de luxe sont rarissimes. Dans ce segment très exclusif, les grosses Mercedes Classe S sont sûrement les plus tunées, même si l'on parle là de quelques dizaines d'exemplaires par an. AMG est le préparateur officiel de la marque à l'étoile. Gros V8 à compresseur, légère retouche esthétique, on reste encore dans le bon goût. Carlson va beaucoup plus loin. V12 de 600 chevaux, jantes énormes, intérieur complètement transformé et prix démesuré. Mais la clientèle existe. C'est une clientèle qui veut vraiment avoir un véhicule unique. Sur ce type de voiture qui représente vraiment le summum de ce qui est possible de faire, Carlson notamment bosse énormément avec les États-Unis, le Japon et le Moyen-Orient. Une clientèle bien éloignée de la vieille Europe, dans ses moyens comme dans ses goûts. Tant mieux pour le chiffre d'affaires des préparateurs. Jean-Louis, Françoise, elle kiffe le tuning? Je ne sais pas si elle kiffe le tuning, mais je sais que j'ai vu que Jean Alési conduisait une Mercedes un petit peu comme ça, noire, avec des grosses jantes. Oui, mais c'est pour ça qu'il a de la fièvre, Jean Alési. Il est alité depuis une semaine, le pauvre. Enfin bon. Elle préfère peut-être la moto, Françoise, non? Peut-être, oui. Peut-être. Bon, une belle moto tunée, vous allez voir effectivement avec Eric Sélis que les deux roues aussi, eh bien, ils peuvent se distinguer. Le tuning génère un peu de tout, mais 3 tendances se détachent. La première, sublimer la moto. Et cela s'applique surtout aux sportives. Préoccupation principale, le look. Fini les peintures multicolores, place à la sobriété. Ici, le noir intégral est dû à l'utilisation du carbone, look high-tech, pour un gain de poids de 2,5 kg. Les plus radicaux préféreront s'attaquer aux performances. Exemple, cette Suzuki GSX-R 1000 Turbo, 265 chevaux et 38 000 €. Certains constructeurs ont désormais leur propre ligne de tuning. Avantage pour le client, un tarif compétitif, des produits homologués et la certitude de conserver une garantie constructeur. Deuxième tendance, détourner la moto de son utilisation originelle. Exemple avec ces 2 machines de supermotard. L'une est dérivée d'un trail, l'autre d'une moto d'enduro. Ou bien encore avec cette Kawasaki ZX-9R. D'hyper sportive, elle s'est transformée en roadster agressif. C'est ce que l'on appelle une street bike. Comme on vient de le voir, avec le tuning, il n'y a pratiquement pas de limite, c'est l'avantage. Ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui, mais le sera peut-être demain. Et Jules Verne, avec son Nautilus, avait amplement raison, puisqu'on vous présente aujourd'hui la machine du capitaine Nemo. 2 mois de travail, quelques milliers d'euros, et voici le Nautilus sur nos routes. Dernier aspect, la série limitée. Un préparateur français va réaliser une dizaine d'exemplaires de cette machine. Basée sur la Suzuki 1300 Hayabusa, elle est sobre et utilisable au quotidien. Une autre idée du tuning. Message personnel à l'attention de Françoise Moncé. Attention, Jean-Louis veut acheter le Nautilus. Il rentre en sous-marin à la maison. Pas du tout. Les résultats de Supercross américain cette nuit, c'était à Indianapolis. Victoire en 250 de Ricky Carmichael. David Vuillemin, 2e, conserve la 3e place au classement général. On se sépare quelques instants. Et dans la deuxième partie d'Automoto, on parle bien sûr du rallye du championnat du monde en Turquie. À tout de suite. Dans Automoto, suivez les courses et les essais en toute sécurité avec les pneus Continental. Retrouvez Automoto avec GTA, la marque sportive d'Alfa Romeo.
C'est la deuxième partie d'Automoto. Jean-Louis Moncey est toujours avec nous. On va prendre la direction maintenant de la Turquie où se déroule la 3e manche du championnat du monde des rallyes. Un rallye terre avec énormément de surprises et de casses dès la première journée. Une première étape par rebondissement que vous détaille notre envoyé spécial Thomas Sénécal. Bonjour, bienvenue en Turquie. Il connaît le terrain et compte bien en profiter. Lorsqu'il s'élance vendredi matin, Sébastien Loeb sait qu'il a un avantage sur ses rivaux. Il est le seul pilote de pointe à avoir déjà disputé le rallye de Turquie. Mais une heure plus tard, stupeur. L'Axara du jeune Français est immobilisé au bord de la route. Daniel Elena, le copilote, se tient à l'écart. L'équipage Citroën vient d'abandonner après la 3e spéciale à quelques kilomètres du ravitaillement en panne d'essence. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, on n'avait pas énormément d'essence, on était assez limite au niveau de la consommation et puis mon copilote a fait une erreur, ce qui fait qu'on a fait un gros détour et puis on est tombé en panne d'essence maintenant sur la liaison, donc c'est un peu ridicule mais bon, c'est comme ça. L'erreur de navigation a rallongé le parcours de Loeb d'une quinzaine de kilomètres, trop pour l'Axara, dont le réservoir avait été rempli au plus juste. C'est dur à prendre, mais je reconnais, c'est 100% ma faute, donc là, de toute façon ça peut arriver, on n'est pas des robots, quoi. Sur le roadbook, c'est-à-dire le carnet de route du rallye, on voit que c'est à ce croisement que Sébastien Loeb et Daniel Elena se sont trompés. La route idéale tournait vers la gauche, eux sont allés légèrement à droite. Cette erreur, quelques autres équipages l'ont commise, mais avec moins de conséquences. En tête de la course, Peter Solberg est parti sur un rythme très élevé, mais il le paye dès le 4e chrono. Suspension cassée, la Subaru du Norvégien doit abandonner. Sur ces pistes extrêmement cassantes, la liste des problèmes mécaniques est impressionnante. Autre victime de choix, Marcus Gronholm. Direction assistée défaillante, le vainqueur du rallye de Suède parcourt 3 spéciales au ralenti et perd toutes ses chances. Not good day. C'est pas une bonne journée pour moi. Et parfois ça arrive, on a des problèmes de direction assistée. C'est comme ça. Sur ce parcours qu'il découvre, tous les pilotes cherchent le bon tempo, le compromis entre la vitesse et la fiabilité. À ce petit jeu, le plus fort vendredi s'appelle Harry Rovanperä. Le 3e homme de Peugeot joue son rôle de joker. Gronholm hors jeu, c'est lui qui prend la course en main. À la fin de la journée, Rovanperä a 20 secondes d'avance sur Sainz, en toute décontraction. C'est pas une surprise pour moi. Aujourd'hui, j'avais une bonne position de départ. J'ai eu aucun problème technique et j'ai fait les bons choix de pneus. Il n'y a pas de secret. En championnat du monde cette année, les Peugeot et les Citroën se partagent les victoires. Derrière la 206 de Rovanperä pointe la Xara de Carlos Sainz. L'Espagnol, à l'attaque toute la journée, prouve qu'en rallye, l'expérience compte plus que tout, même quand le parcours est nouveau pour tout le monde. Ce constat ne fait que souligner la performance de François Duval. Le jeune Belge place sa Ford Focus en 3e position. Derrière ce trio de tête, Tommi Mäkinen est en embuscade et Gilles Panizzi fait un retour remarquable après son Monte-Carlo raté. Panizzi qui reste le seul Français dans la course en WRC, car après le retrait de Loeb, Didier Auriol abandonne en fin de journée, moteur cassé sur sa Skoda Octavia. Auriol qui peut se consoler en se disant que la semaine prochaine à Genève, le prototype de la Fabia, la voiture qu'il utilisera bientôt en WRC, sera exposé. Alors hier, pendant la 2e journée, pendant qu'à Ankara, le Parlement turc votait non au déploiement des forces américaines sur son territoire, et bien près d'Antalya se disputait la 2e étape. Et quelle 2e étape? Écoutez bien, bam! Premier choc pour Harry Rovanperä, le leader donc au volant de sa Peugeot 206 WRC. Pour l'instant, il peut continuer. Les pneus, les machines souffrent énormément. Et voici un 2e choc qui, celui-ci, va être fatal à la 206 WRC. L'équipage informe immédiatement l'assistance, Corrado Provera, son patron, de l'autre côté par radio. La suspension arrière droite est arrachée. Ils vont la sangler en perdant de nombreuses minutes. Ils vont réussir à continuer, à rejoindre l'assistance, bien sûr, au ralenti.
Rovanperä et Pietiläinen. Les mécaniciens vont avoir énormément de boulot. Ils vont permettre à la voiture de repartir. Malheureusement, Rovanperä devra renoncer un petit peu plus loin. Même cause, mêmes effets pour Tommi Mäkinen. Un premier choc sur une première pierre qui a déjà brisé la suspension et retardé la Subaru Impreza WRC. Regardez la roue avant gauche. Là aussi, du travail pour les mécaniciens. Mais c'est loin d'être fini, les malheurs de Tommi Mäkinen. Un deuxième choc. Cette fois-ci, ça coupe le moteur. Mäkinen perd du temps. Là aussi, il va pouvoir rentrer au ralenti, mais bien sûr, le quadruple champion du monde est complètement furibard après le terrain et après lui-même. Et il disparaît des espoirs, bien sûr, de podium. François Duval, lui, continue malgré cette frayeur. Avec sa Focus WRC, le précipice était pas loin. Eh bien, le jeune Belge de 22 ans confirme. Il reste 3e et Gilles Panizzi fait un très très beau comeback. Il est 5e. Tarmac expert se familiarise avec la terre. Richard Burns, lui régulier, eh bien, poursuit une belle remontée. Le voici 2e. Et regardez-les ici. Nous sommes dans la 10e spéciale. Regardez ce virage incroyable où ils vont être très nombreux à perdre du temps et à laisser des plumes et de la carrosserie sous les yeux de Guy Fréquelin qui s'était posté à cet endroit-là. Regardez ce qui arrive à Mäkinen. Il peut continuer. Fréquelin, c'est incroyable. Il est sportif. Il veut essayer d'enlever les cailloux pour que les voitures puissent passer. Peine perdue. Ici, c'est Marcus Gronholm qui se plante. Celui qui s'en sort le mieux, c'est Carlos Sainz. Il est en tête du rallye. L'équipe a fait un travail fantastique de développement pour arriver à remettre la voiture au niveau des autres très rapidement. Vraiment, c'est super. C'est Carlos qui, à notre avis, fait la différence ici. Il est un grand spécialiste de ces rallyes très tourmentés. Bravo à lui et bravo à son équipe, certes. Mais bravo surtout à lui, je dirais. Les deux cousins, les deux marques rivales françaises sont de cloches différents. Pour le patron de Citroën, Guy Fréquelin, c'est l'équipe qui travaille bien. Pour le patron de Peugeot, Corrado Provera, c'est Carlos Sainz qui tire les marrons du feu. Il avait donc hier soir 1 minute 19 d'avance sur Richard Burns au moment où Thomas Sénécal est allé le retrouver à l'assistance. Carlos, on vous retrouve avec le sourire ce soir. Vous commencez à sentir un petit peu le goût de la victoire? Je sais pour expérience qu'il faut attendre demain. Demain, c'est encore un jour dur, un jour qu'il faut finir sans problème. Alors quel est votre commentaire, votre impression sur le potentiel de votre voiture sur la terre? C'était une question avant le rallye. Est-ce que vous avez la réponse maintenant? Je pense que nous avons déjà prouvé que la Sala peut aller très vite sur les conditions cassées, comme aujourd'hui et comme hier. Et je suis pour le moment très content et j'espère demain de finir le travail. Carlos, sur les nouveaux rallyes, les rallyes que tout le monde découvre, vous êtes toujours très performant. Comment vous expliquez ça? C'est l'expérience qui fait la différence? Je ne pense pas, c'est l'expérience. Tout le monde il a passé les mêmes deux fois pour les spéciales et je ne pense pas que l'expérience compte. L'expérience compte quand tu as fait beaucoup en rallye, beaucoup de fois. Et je ne sais pas si peut-être les notes sont bien. De toute façon, après, il faut pousser l'accélérateur. Merci Carlos Sainz. Carlos en route vers sa 25e victoire en championnat du monde. S'il gagne, il égalera le record de son équipier Colin McRae. Absolument, 25e victoire qui se présente bien, puisqu'Yves Kupferminck vient de nous communiquer les résultats. Les 3 premières spéciales, eh bien Sainz a toujours un petit peu plus d'1 minute environ d'avance sur Richard Burns. Vous avez vu qu'il y a 2 hommes qui effectuent un très beau rallye. C'est François Duval, le jeune Belge de 22 ans, et Gilles Panizzi, 37 ans, le Français, qui passe pourtant pas pour un spécialiste de la terre. Thomas Sénécal vous raconte l'épreuve de ces 2 hommes. L'un n'est encore jamais monté sur un podium. L'autre a gagné 6 rallyes, mais toujours sur le goudron. 3e et 5e, François Duval et Gilles Panizzi sont les 2 bonnes surprises du week-end. Avant le départ, pourtant, le pilote Peugeot est tendu. L'échec du Monte-Carlo trotte dans sa tête. Mais vendredi, Panizzi surmonte son appréhension, se fait plaisir et profite d'une position de départ favorable. Le voilà 5e. Je sens le besoin de montrer quand même que sur la terre, j'aime cette surface et puis je sais aussi rouler comme les autres. Et voilà, donc même pour moi, ce qui était important, effectivement, c'était d'être présent et de ne pas me battre avec ma voiture et au contraire d'être bien dans la voiture et se faire plaisir. Panizzi a étonné en conservant sa position hier, avec d'excellents chronos, mais aussi quelques petites erreurs. D'une certaine façon, à 37 ans, il est encore un débutant sur la terre.
Débutant, François Duval l'est réellement, mais à 22 ans, le Belge semble né pour glisser. Malgré sa faible expérience, il sait adopter le bon rythme sur ce terrain difficile. C'est un parcours très lent et très cassant, ça convient très bien à la forte. Et je roule, j'ai pas fait de faute et on roule à un rythme normal comme j'avais commencé à Chypre l'année dernière. Et bon, ça paye apparemment. Sur ce rallye, le jeune pilote Ford entame une collaboration avec un nouveau coéquipier, Stéphane Prévost. L'adaptation a été immédiate et Duval pourrait monter aujourd'hui sur son premier podium. Gilles Panizzi, lui, n'en demande pas tant. Sa prestation est déjà une victoire sur lui-même. Vous l'avez retrouvé, votre frère, aujourd'hui ? Ouais, complètement, mais bon, je me faisais pas trop de soucis. Catalogué pilote asphalte, Gilles Panizzi est peut-être en train de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour se défaire des étiquettes. Les résultats de ce rallye de Turquie ce soir à 20h45, bien sûr, sur TF1. Résumé complet demain soir à 12h30. Un mot du Salon de Genève qui ouvre ses portes cette semaine avec des modèles très attendus, notamment ceux qui devraient, espérons-le, sauver le groupe Fiat. Les petites voitures, voici la 169, la remplaçante de la Panda. Voici la remplaçante de la Punto, un nouveau modèle monospace en Punto, 350. Côté monospace, on attend également bien sûr le Scénic de Renault. Côté coupé cabriolet, peut-être la Mégane, mais surtout la 307cc Peugeot qui s'ajoute à la 206 dans la gamme. Et puis bien sûr Jean-Louis Moncet. Adieu à l'Avantime, adieu à l'automobile, à Matra, à Romoran. Oui, quand j'ai débuté dans la presse automobile en 71, Matra c'était au sommet avec la Formule 1 et les victoires 24 heures du Mans. C'est un pan de l'automobile et de l'histoire de l'automobile qui s'effondre en France. Oui. Matra qui a gagné en F1 notamment avec Jacques Lafitte, dernier Grand Prix victorieux Canada 80, avec ce fameux moteur que nous avons mis sur les horaires du Grand Prix d'Australie de la semaine prochaine pour vous rappeler ce V12. 4h du matin en direct, rediffusion à 9h, donc en lieu et place d'Automoto dimanche prochain de ce Grand Prix d'Australie, la première manche de la saison 2003. Merci beaucoup, monsieur Moncet, d'être venu nous voir ce matin. Filez vite, faire votre valise. Et puis les essais sur Eurosport, bien entendu. Les qualifications. Et qualificatifs que vous pourrez suivre sur Eurosport. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à dimanche matin, 4h. Bonne journée. Au revoir. Dans Automoto, suivez les courses et les essais en toute sécurité avec les pneus Continental. Retrouvez Automoto avec GTA, la marque sportive d'Alfa Romeo.